souhaiterais d'abord vous remercier, pour cette invitation. On va parler d'un sujet qui est pas nouveau, qui est même plutôt ancien. Vous allez voir qu'il y a des papiers qui sont assez anciens sur ce sujet-là. Mais je vais m'attarder plutôt sur, la compréhension des mécanismes, des interruptions. Alors, on va parler donc de la communication optimale et la gestion des interruptions et de leur implication pour nos pratiques, j'ai dit IAD, mais ça pourrait être plus globalement au bloc opératoire. Je suis donc, IAD de formation, cadre supérieur maintenant, je gère l'école des cadres de la PHP, mais, en parallèle, je suis aussi chercheur associé au laboratoire et à ce titre, je me suis longuement intéressé aux fonctions exécutives, des patients, diabétiques dans un travail de thèse et vous allez voir en fait que ces fonctions exécutives, elles sont aussi, pas seulement importantes pour, l'observance thérapeutique, comme j'avais pu, travailler sur ce sujet-là, mais également en fait sur nos prises de décision et vous verrez que je vais beaucoup m'appuyer sur, le modèle des fonctions exécutives pour, expliquer cette idée d'interruption de tâche. Alors, assez rapidement, je vais placer le contexte. Vous voyez que dès 2010, on disait que les interruptions, augmentaient le risque d'erreur de 13. Mais vous allez voir en fait que c'est plus que ça dans certaines autres études. Et donc, l'objectif de cette, présentation, ça va être de comprendre et d'identifier l'impact des interruptions de tâches, sur la qualité des soins. On va essayer de reconnaître cette distorsion de la communication au bloc opératoire et voir, finalement quelles sont les techniques, qui permettent d'optimiser parce qu'elles sont très bien connues, la sécurité, la collaboration interprofessionnelle. Et donc, on va déjà s'intéresser aux fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, c'est une boîte noire, qui est essentielle à notre, vie quotidienne, puisque ces fonctions exécutives nous permettent de contrôler, l'action et même, d'ailleurs, de contrôler cette action avant même, qu'elle ait pu avoir lieu. C'est-à-dire qu'elles jouent aussi le rôle de fonctions d'anticipation. Alors ces fonctions, elles se résument à 4 grandes fonctions, qui sont décrites, par les neurosciences comme la planification de tâches, mais également la replanification de tâches. Par exemple, le fait de vérifier, son site d'anesthésie, ben, c'est une planification de différentes tâches ordonnées dans un temps précis. C'est également, le cas, par exemple, pour une séquence d'intubation, et donc cette, fonction est essentielle dans notre, travail quotidien. La mémoire de travail, qui est aussi également essentielle, qui nous permet de nous rappeler ce qu'on doit faire au moment où on doit le faire. L'inhibition, qui nous permet de, contrôler finalement nos émotions, qui permet également d'inhiber, les distractions et puis, qui permettent d'inhiber aussi, des, solutions qui sont, pas les meilleures et donc de passer, à d'autres, tâches, plus, favorables et donc ça me fait le lien avec la quatrième fonction exécutive qui est la flexibilité cognitive. Cette flexibilité, c'est exactement ce que je viens d'expliquer, le passage, d'une stratégie à une autre stratégie pour pouvoir réaliser une action. Alors, ne soyez pas impressionnés par ce gros schéma, je vais, tenter de vous l'expliquer. On va détailler un petit peu et ça sera le point central, de notre vision. Je ne sais pas si vous voyez le laser sur votre écran? Non, peut-être vous voyez pas le laser? On le voit David. Super. Alors, on va commencer par la mémoire de travail. Cette mémoire, en fait, elle inclut, les fonctions de calcul, de réorganisation de justement de priorisation d'items, de tâches, mais aussi le lien entre les différentes idées qu'on peut faire. Cette, mémoire de travail, elle est en lien avec, l'idée, que, on va devoir ici sur cette flèche-là, vous voyez, avec le contrôleur inhibiteur, l'idée qu'on maintient des buts, de ce qu'on doit faire au moment où on doit le faire. Et donc vous voyez que dans notre tâche quotidienne, on doit maintenir, des buts spécifiques, pour aller au bout de ces tâches. Le contrôle inhibiteur, on en a parlé, c'est celui qui nous permet de, réguler nos émotions et on voit ici la partie régulation des émotions, mais aussi maintien de la motivation. Et puis, le contrôle inhibiteur, c'est aussi celui qui nous permet de recruter de l'attention parce que, on a parlé de l'attention, mais l'attention n'est pas une fonction exécutive. Par contre, pour pouvoir avoir une attention focalisée, il va falloir inhiber les distractions, aux alentours et donc, recruter de l'attention et
recruter de l'attention, c'est inhiber les distractions. Et puis par ailleurs, on va aussi pouvoir inhiber, des pensées, qui peuvent, par exemple, être perturbatrices. À côté de ça, cette inhibition des distractions, vous voyez, nous permet, de maintenir dans cette mémoire de travail finalement, la planification, on voit ici, de nos tâches qu'on avait préprogrammées. On voit que la flexibilité, nous permet de sortir des sentiers battus et travaille en étroite, lien avec l'inhibition puisque pour pouvoir justement, créer de nouvelles solutions, il va falloir inhiber celles qui nous sont spontanément proposées par, nos connaissances et nos heuristiques, dirait Daniel Kahneman qui a beaucoup parlé de ça. C'est-à-dire en fait, les habitudes, les routines qui, nous permettent d'agir de façon, ordinaire. En fait, ce qui est intéressant, c'est que l'interférence et donc c'est pour ça que j'ai mis cette diapo, elle est, surtout liée à l'interférence de la mémoire de travail et on voit bien en fait que cette mémoire de travail, dès lors qu'elle est interrompue, va, être, déficiente au niveau de la planification de tâches, mais également au niveau de notre capacité à, réagir sur, des situations un peu compliquées. Alors, on va avancer. La définition scientifique que j'ai trouvée moi dans la littérature est assez ancienne, 2010, Westbrook qui nous dit que, l'interruption, c'est une intrusion externe qui suspend pardon, temporairement l'activité principale et nécessite une attention cognitive. C'est-à-dire qu'en fait, votre, attention portée sur un sujet va être interrompue et vous allez devoir porter une attention sur un autre objet qui était extérieure à votre propre mode de pensée. Ces, types d'interruptions sont humaines, les collègues, les chirurgiens, le personnel. Ces interruptions sont aussi technologiques, les alarmes, le téléphone, les équipements. Des interruptions liées à des procédures ou à des changements de planning, donc des interruptions organisationnelles. Et puis une auto-interruption. On a vu tout à l'heure en fait que notre pensée pouvait vagabonder et que l'inhibition devait maintenir, justement, par ce contrôle de la tâche, le maintien de nos objectifs. Parfois, en fait, c'est difficile, on a des pensées qui vagabondent et en cela, c'est intéressant parce que, finalement, il faut penser le cerveau comme un espace global de travail et cet espace global, si vous avez des préoccupations personnelles ou, des difficultés personnelles, va être, lui-même, occupé et ça va être difficile parfois de ne pas penser à des choses qui sont, complexes dans votre propre vie. Et évidemment, les distractions externes, peuvent survenir et provoquer des auto-interruptions. J'avance sur l'idée que, ces interruptions et on le sait depuis aussi longtemps, 2013, sont très fréquentes. On retrouve dans différents papiers un nombre, qui varie. Là, je vous ai mis 2 à 6 interruptions par minute. J'ai trouvé aussi des papiers qui disaient qu'une infirmière était interrompue à peu près toutes les 3 minutes. Donc, vous voyez que c'est, quand même quelque chose d'important. Ces interruptions, évidemment, dans le champ de l'anesthésie sont bien documentées et on sait que, les phases d'induction, sont des phases qui, sont largement interrompues, 70 des cas d'interruption, vous voyez, sur cette phase-là. Au moment du réveil aussi, 65 de cas d'interruption. Au moment des gestions d'urgence, 80 de cas d'interruption. C'est-à-dire, on entend par interruption, bah, ce qu'on a vu tout à l'heure, les collègues qui vous parlent, un bruit qui va vous détourner votre attention, une alarme qui sonne et donc, évidemment, ces chiffres sont extrêmement conséquents. Les sources principales, c'est le personnel, les alarmes, on l'a vu, le téléphone et les autres. J'avance. Ces études quand même sont assez robustes, hein, 1 847 interruptions, sur, 181, procédures anesthésiques. Bon voilà, c'est quand même assez, édifiant. Par ailleurs, il y a des impacts, neuropsychologiques à ces interruptions et on va voir en fait qu'il y a un temps de récupération nécessaire de 23 secondes moyen, qui a été montré, notamment par, les études de Mark et Hall, pour, justement permettre de se reconcentrer à nouveau et on verra en fait que, ça a une incidence, et qu'on va préconiser dans les techniques des pauses cognitives. Ces effets cognitifs, c'est une augmentation de la charge mentale, dès lors que ces interruptions sont
chroniques et puis, cumulées. Et puis, une diminution de la mémoire de travail, on a vu tout à l'heure son importance, des erreurs de séquençage de tâches, c'est-à-dire de planification de tâches et puis au global, un stress et une fatigue cognitive qui va être accrue. On en parlera demain, à la session, de médicale, mais clairement, c'est quelque chose de problématique qui va se surajouter à la fatigue physique ou, à la fatigue liée simplement aux tâches. Il y a une activation du cortex préfrontal, des perturbations de circuits attentionnels et puis un épuisement des ressources cognitives. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos ressources cognitives sont pas extensibles et donc, on va devoir puiser finalement dans des ressources supplémentaires. Il y a des corrélations en interruption, erreur médicale. On a vu tout à l'heure 13 par interruption, d'augmentation d'erreurs. Ces erreurs sont bien documentées, notamment des erreurs de médication, donc médicamenteuses, des erreurs procédurales, donc plus 18 pour les erreurs procédurales, plus 25 pour les erreurs de médication. Et puis par ailleurs, les erreurs qui sont observées, c'est les omissions d'étapes critiques, des erreurs de dosage, des défauts de surveillance ou des retards de prise en charge. Et donc, avec, des conséquences parfois, une augmentation d'événements indésirables graves en lien avec ces interruptions. Quand on regarde les méthodes, alors je vais vite parler des méthodes individuelles, ça c'est le SAED, vous le connaissez, le SBAR développé par l'US Navy. On en parle beaucoup, dans les gestes d'urgence et puis on l'enseigne beaucoup en simulation. En tout cas, moi je préconise vraiment, que les étudiants connaissent bien cet acronyme. S pour situation, on décrit la situation, A pour antécédent, E pour l'évaluation qu'on a fait du patient et puis D pour la demande exprimée. On sait que cette technique, réduit les erreurs de communication à peu près de 37. Il y a d'autres papiers qui, donnent des chiffres plus importants et puis, ça améliore la satisfaction, professionnelle et puis ça permet quand même une standardisation des échanges. Je vais plutôt m'étendre, au bloc opératoire sur la communication interpersonnelle et donc du coup sur, des techniques qui sont, intéressantes, qui sont bien connues depuis très longtemps. Par exemple, la communication en boucle fermée. Moi, j'ai découvert ça avec les militaires, il y a assez longtemps quand j'allais, rendre visite, au bloc opératoire et que j'étais formateur, j'allais voir les étudiants. J'étais, impressionné par, l'usage, systématique, de cette communication boucle fermée. C'est-à-dire, l'infirmier émettait un message, par exemple, j'injecte ou le médecin émettait un message, j'injecte, le produit, l'IAD disait, «OK, tu as injecté». Il répétait en fait la phrase et puis, finalement, il y avait donc un accusé de compréhension, de réception du message et on sait maintenant que ces, techniques réduisent, les malentendus et les difficultés de compréhension. Le deuxième élément, c'est la culture de la prise de parole, de l'expression orale, sans finalement, se dire, «Je suis qu'infirmier anesthésiste et je vais pas m'exprimer». C'est-à-dire qu'en fait, on va encourager l'expression des préoccupations. Alors c'est paradoxal parce que vous allez voir que, possiblement, ça peut créer une interruption supplémentaire, mais c'est une façon aussi de sécuriser parce qu'on va dire ce qui nous préoccupe, ce qui nous chagrine, il y a le problème qu'on perçoit et évidemment, dans ces situations-là, on doit avoir une culture pas de hiérarchie. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de prérogatives hiérarchiques entre médecins, infirmiers anesthésistes ou autres. Et ça nous donne aussi le droit d'arrêter la procédure en cas de doute et on sait en fait que cette, culture, de l'expression à voix haute, permet d'améliorer significativement la détection des erreurs précoces. Par ailleurs, il y a des techniques qui sont, extrêmement importantes au bloc opératoire. C'est le briefing avant, l'induction. Ces temps en fait, où le médecin anesthésiste et l'infirmier anesthésiste communiquent, mais aussi avec l'équipe, chirurgicale via la checklist. Mais ça peut être aussi en dehors de la checklist, hein. C'est-à-dire en fait, va s'accorder sur, les process, sur, la procédure, d'anesthésie et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est le débriefing, procédure. On le fait beaucoup avec nos étudiants. On le fait assez peu finalement entre professionnels aguerris
Évidemment, par contre, l'analyse des événements, indésirables, ça, c'est quelque chose qui est bien, commun dans notre culture, via les CREX et les RMM et juste, par contre, j'encadre là actuellement un groupe de mémoire d'étudiants, cadres de santé qui s'intéressent aux RMM. On a fait une revue de la littérature sur la présence des paramédicaux au RMM et bien, en fait, malheureusement, cette présence des paramédicaux au RMM est encore assez anecdotique et donc il faut absolument militer pour que, les paramédicaux soient absolument présents dans ces, revues de morbi-mortalité. Ensuite, dans les stratégies de gestion de l'interruption, bah, rien de neuf sous le soleil. On va avoir des approches organisationnelles, des périmètres protégés qui vont permettre finalement de réaliser les phases, critiques comme l'induction, sans être interrompus. Des signalétiques visuelles, par exemple les gilets qui sont préconisés par la HAS. Pour vous dire, moi je me balade beaucoup maintenant dans les hôpitaux, ces gilets ne sont pas, systématisés. Notamment dans les réanimations, moi je suis assez étonné que on ne sanctuarise pas la préparation, par exemple, des catécholamines. Voilà, c'est des moments d'interruption qui peuvent être, fatals pour le patient et donc il faut former toutes les équipes à ces règles. La gestion technologique, là, c'est le paramétrage intelligent des alarmes, des priorisations des alertes et avec des systèmes de communication qui sont, différés en fonction ou plutôt différentiels, le terme différé ici n'est pas bon, en fonction des typologies d'alarmes et puis, il faut aussi penser, ces protocoles dans une temporalité parce que on a vu tout à l'heure, il y a des moments critiques au bloc opératoire pour lesquels il faut, ne pas concéder le moindre interruption. Or, on voit encore en fait, hein, ces interruptions qui sont incessantes au moment de ces séquences d'induction ou de réveil. Et donc il faut avoir une logique de priorisation et de planification des communications qui sont non urgentes. Cette approche-là doit être systémique, c'est-à-dire qu'en fait, il faut penser cela, pas seulement dans les départements d'anesthésie, mais avec les équipes chirurgicales et les équipes du bloc opératoire. J'avance sur les outils pratiques. Évidemment, les checklists anti-interruption, sont intéressantes. Elles sont décrites dans la littérature. Vous voyez, par exemple, avant l'induction, c'est l'information des équipes sur la phase critique, le silence, des communications qui sont non urgentes, la vérification du matériel d'urgence qui a été fait au préalable et puis l'attribution des rôles en cas de problème. Pendant les phases critiques, la signalisation visuelle active, des communications uniquement si urgence vitale et puis la surveillance accrue, évidemment, des paramètres, vitaux du patient. Les stratégies de récupération, ce sont les pauses cognitives dont je vous parlais tout à l'heure après interruption. On a vu que 23, secondes, permettent, enfin sont nécessaires pour pouvoir se reconcentrer. On estime, un délai de 30 secondes pour pouvoir se reconcentrer de façon maximale et donc si vous enchaînez les interruptions, eh bien, vous voyez bien en fait que, la pause cognitive va, devoir s'accentuer. Il faut aussi avoir des stratégies de vérification des étapes en cours. Évidemment, c'est aussi, tout l'intérêt des guides cognitifs ou des aides cognitifs, qui permettent de reprendre le cours, des procédures quand elles sont mises en défaut. On sait le bénéfice de cette checklist, donc je passe assez vite, dans la littérature, c'est bien décrit depuis longtemps. Malheureusement, j'ai vu il y a pas très longtemps un article dans un journal, grand public qui, faisait état, de la mise à mal de cette checklist, notamment la checklist du bloc opératoire. Alors, on se connaît, l'importance aussi de la formation et de la simulation haute fidélité avec des scénarios qui permettent de travailler justement ces interruptions, multiples. Le facteur humain est un facteur, assez important finalement dans la gestion de risque. On sait maintenant que les professionnels de santé sont bien formés en France au bloc opératoire et que, la sécurité en anesthésie est plutôt robuste et que l'angle un petit peu mort maintenant qu'il faut travailler et on le fait depuis maintenant de nombreuses années, c'est, le facteur humain. Il faut entraîner donc justement la gestion de ces distracteurs, évaluer les performances cognitives et puis, avoir une formation interprofessionnelle sur le travail d'équipe structurée, une communication en situation dégradée et avoir, travaillé le leadership adaptatif en fonction des situations. J'attire votre attention sur le fait qu'on oppose souvent compétences techniques et non techniques. J'amène l'idée que, dans les compétences non techniques, il y a de la technique. C'est-à-dire qu'il y a des techniques de communication. Or, quand je regarde des séances de simulation, souvent le débriefeur, débriefe, très, très bien les compétences, techniques sur la base de recommandations
des sociétés savantes, alors que les compétences non techniques sont débriefées sur la base de ses propres perceptions de la situation. Or, on a des grilles maintenant qui sont bien documentées et ces grilles-là sont assez peu utilisées, c'est dommage. On peut mettre en place des indicateurs, hein, quantitatifs et qualitatifs, sur ces interruptions. Je vais signaler juste cet outil qui me paraît intéressant, qui s'appelle le Safety Attitude Questionnaire, où, on va, questionner les équipes sur le climat de sécurité, sur la perception de la gestion, et la confiance notamment, du des en dans des équipes par rapport au cadre et à l'encadrement, le climat du travail en équipe, la satisfaction au travail, la reconnaissance du stress et puis plus globalement les conditions de travail. Et ces échelles sont bien documentées aussi dans la littérature et malheureusement en France assez peu utilisées. Alors, là, je vous propose rapidement un plan d'action si vous voulez travailler dans votre service, sur ce sujet-là. D'abord, il y a une phase de diagnostic. Il faut absolument regarder les choses, scientifiquement et refaire les études telles que je vous ai les présentées, mais dans vos services pour voir finalement, comment se passent ces interruptions, quels sont les mécanismes, même si elles sont connues ces interruptions, peut-être que dans votre, microcosme, dans votre bloc opératoire, il y a peut-être des facteurs qui sont spécifiques et donc la phase de diagnostic me semble intéressante et puis ensuite, il va falloir, avoir cette deuxième phase de sensibilisation des équipes, de formation aux outils de communication tels que je vous ai proposé là, mais c'est des choses qui sont basiques et très bien connues et puis, je pense qu'on peut pas, faire ça sans évaluer l'efficacité et par exemple, j'ai retrouvé une étude qui montrait que dans 50 services, voilà, la mise en place de ce type de pratique via ces 3 phases permettait de, diminuer de façon durable, les interruptions et donc la diminution des événements indésirables. Les recommandations pratiques, bah, pour l'individu, on a dit ça aide. Pour l'équipe, ces histoires de briefing procéduraux, la speak up culture, aussi les boucles de communication fermées et puis, voilà, pour l'organisation, les zones de non-interruption, former aux compétences non techniques via la simulation et puis mettre en place des mesures et des indicateurs. Donc, les messages à emporter, les interruptions impactent de façon significative la sécurité des patients. La communication optimale, c'est un outil, thérapeutique à part entière de ces interruptions. Des stratégies sont éprouvées, elles sont connues dans la littérature depuis longtemps. L'amélioration continue nécessite donc, cette mesure, cette évaluation. Moi, je suis un un fervent défenseur de la mesure de ce qu'on met en place et chaque IAD, mais chaque acteur du bloc opératoire est acteur de ce changement. Voilà, il faut, se dire que finalement, on a notre place à jouer dans cette mise en place, des zones de non-interruption ou des techniques de communication. On peut très bien penser, dans, l'avenir, bah, des formations avec notamment la réalité virtuelle pour la formation et puis, des outils d'aide, à la décision, des outils connectés d'aide à la décision. Merci pour votre attention.